Si je vous dis le Kid, la ruée vers l'or, le cirque, les lumières de la ville, les temps modernes, le dictateur, tous ces films ont un point en commun plutôt simple. Ils sont l'œuvre de l'un des plus grands cinéastes de l'histoire et véritable figure du cinéma de la première moitié du XXe siècle. J'ai nommé Charlie Chaplin et c'est de lui que nous allons parler aujourd'hui. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Paveia. Britannique, né à Londres en 1889, réalisateur, acteur, producteur, scénariste et même compositeur, c'est un artiste d'une polyvalence rare, qui a su séduire le grand public en incarnant notamment un personnage pour le moins atypique, le vagabond, plus connu en France sous le nom de Charlot. Les films de Chaplin sont d'un genre nouveau, en ce qu'ils mêlent ce qu'on appelle les comédies de type slapstick, le bâton claqueur, qui cherchent à faire rire par la représentation d'une forme de violence physique, et le pathos, qui fait appel aux passions, aux douleurs et même aux souffrances. La musique qu'il compose d'ailleurs lui-même met souvent en relief ce va-et-vient permanent entre rire, violence et souffrance. Après avoir été danseur dans des musicals et comédien dans son adolescence, Chaplin part aux États-Unis pour une tournée avec sa troupe. Une fois revenu à Londres, il souhaite commencer une nouvelle carrière et repart ainsi en Amérique, à Los Angeles, pour y signer un contrat d'acteur en 1913. En février 1914, il joue son premier rôle dans le film Pour gagner sa vie. Il incarne un personnage dont il dira qu'il se cherchait encore. Mais quelques jours seulement après cette première prestation, le personnage de Charlot naît vraiment, dans un autre film, L'étrange aventure de Mabel. En 1964, dans son autobiographie, Charlie Chaplin dévoile d'ailleurs ses intentions dans le processus de création du Vagabond. Il écrit la chose suivante. Je voulais que tout soit une contradiction. Le pantalon ample, la veste étriquée, le chapeau étroit et les chaussures larges. J'ai ajouté une petite moustache qui, selon moi, me vieillirait sans affecter mon expression. Je n'avais aucune idée du personnage, mais dès que j'étais habillé, les vêtements et le maquillage me faisaient sentir qui il était. J'ai commencé à le connaître, et quand je suis entré sur le plateau, il était entièrement né. Suite à cette seconde apparition, Chaplin attire l'œil, et son personnage fascine. Il rejoint dès lors les studios Essanay puis Mutual, qui lui proposent des contrats très intéressants. C'est en 1921, suite à la sortie de The Kid, l'un de ses premiers grands films inspirés de son enfance, que Chaplin peut désormais produire lui-même ses films. C'est un véritable tournant dans sa carrière. Par la suite, Chaplin réalise La ruée vers l'or en 1925, puis Les lumières de la ville en 1931. Le cinéma sonore est alors en plein essor au début des années 30, mais Chaplin préfère produire un film muet, estimant que son personnage ne pourrait exister autrement qu'en ne parlant pas. Selon lui, le langage corporel est le meilleur instrument d'expression de son Charlot, né lui-même grâce au cinéma muet. Toutefois, la tentation d'être à la mode le travaille sans cesse, et Chaplin s'interroge sur la nécessité de réaliser des films parlants. Après de nombreux voyages au début des années 30, Chaplin fait le constat d'une mécanisation croissante de l'économie mondiale, notamment aux États-Unis, et décide de dénoncer ce qu'il considère comme un danger. C'est ainsi que les temps modernes voient le jour en 1936. Chaplin a refusé d'y faire parler ses personnages, mais cela ne brouille en aucun cas le message politique de ce long métrage. Charlot est un être parmi tant d'autres, en perte d'identité face au système industriel nouveau, dont la cadence infernale ne cesse de le déshumaniser. Jusqu'à ce nouveau film, Chaplin n'avait que peu pris position face aux événements de son temps. Seul The Kid dénonçait de manière évidente la misère sociale et l'autorité juridique et policière. Mais cette prise de position divise son public, qui lui reproche parfois d'avoir intégré dans les temps modernes une dimension politique critique de la société. À la fin des années 30, Chaplin est marqué par la montée des nationalismes européens, notamment en Italie puis en Allemagne. Il décide alors d'agir et réalise Le Dictateur en 1940, qui tourne en ridicule les dictatures fascistes et nazies. Chaplin estime qu'il est nécessaire de se moquer des dictateurs au pouvoir, notamment Hitler, quels que soient les dangers que cela puisse présenter. Le personnage de Charlot est toujours présent mais semble perdre largement de son jeu burlesque, tandis que Chaplin décide de faire parler ses personnages. Le dictateur divise alors
encore plus l'opinion publique, il semble désormais difficile de ne pas considérer les films de Chaplin indépendamment de toute dimension politique. Le film est tout de même nommé aux Oscars dans 5 catégories, mais ne gagnera dans aucune d'entre elles. La carrière de Chaplin commence à décliner. Il est impliqué en plus dans plusieurs procès, et la presse l'accuse d'avoir eu des liaisons avec de jeunes actrices. Les États-Unis le soupçonnent également d'être communiste et d'agir contre le libéralisme à l'américaine. Après la guerre, Chaplin continue à produire et réaliser de nouveaux films, comme Monsieur Verdoux en 1946. Mais les critiques à l'égard du Britannique sont de plus en plus vives et l'opinion publique américaine ne l'aide pas. Il décide alors de s'installer en Europe et reçoit de nombreux prix, en raison notamment de son rôle essentiel dans l'évolution du cinéma. Il affiche alors publiquement ses opinions politiques et rencontre de hauts dignitaires communistes, comme Zhou Enlai en Chine ou Khrouchtchev en URSS. Dans les années 60, il cherche à rééditer ses films et réalise en 67 La Comtesse de Hong Kong avec Marlon Brando et Sophia Loren. Les critiques sont mauvaises et c'est le dernier film de Chaplin. En 1972, Chaplin reçoit un Oscar d'honneur aux États-Unis et se rend sur place pour la remise du prix. Il semble s'être réconcilié avec ce pays qu'il avait fortement critiqué et malmené. Toutefois, Chaplin se fait vieux et sa santé se dégrade de jour en jour. Il ne peut plus écrire et doit être aidé en permanence dans sa vie quotidienne. Il meurt le 25 décembre 1977, laissant derrière lui l'une des œuvres les plus importantes du cinéma. Le réalisateur italien Federico Fellini dira d'ailleurs que Chaplin était une sorte d'Adam duquel nous sommes tous issus. Et si vous voulez en savoir plus sur Charlie Chaplin, je vous conseille d'aller voir le documentaire de Yves Geland et de François Aimé qui s'intitule Charlie Chaplin, le génie de la liberté. Voilà, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à nous faire vos retours via la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast. Suivez-nous aussi sur Instagram pour être au courant des toutes dernières sorties. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et pour que la culture vive.